Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel car on y parlera de varants et de certificats, de produits de bourse, de Société Générale avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Bonjour Thibault. Alors, au menu cette semaine, nous avons Plastic Omnium, Alstom, le Standard & Poor's, le CAC 40, Bolloré, Apple et Worldline. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités assis autour de la table. Alors, je vais commencer par Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bonjour. Vous êtes trader et formateur Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Marc Daguerre, vous êtes responsable de DT Expert, une newsletter consacrée à la bourse. Merci d'être avec nous, Marc. Merci. Et Bruno Cus, rédacteur en chef de La Lettre de la Bourse. Merci d'être avec nous et bonjour Bruno. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour commencer, Bruno Cus. Vous êtes intéressé à Plastic Omnium. Plastic Omnium, dont le parcours boursier était un peu chahuté. Oui, très chahuté. C'est peu le dire. Oui, c'est exact. Il y a 2 semaines, en fait, on a atteint un plancher en fait, de 10 ans sur le titre. On est retombé à 10 €. L'action a perdu à peu près 22% dans une seule séance. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de titres qui ont perdu la moitié de leur valeur. C'était devenu une habitude. Mais Plastic Omnium, je trouve que la sanction était vraiment très sévère. C'est sûr que la direction a revu en baisse un peu les estimations pour l'année, mais pas drastiquement. Ce n'est pas du Worldline. On en discutera peut-être après. Mais en tout cas, le groupe a légèrement revu à la baisse ses estimations. Et pour moi, la sanction est sévère. On est sur un groupe qui a un carnet de commandes historique, qui a été un peu pénalisé là, en fin d'année par les grèves automobiles aux États-Unis, grèves qui ont été arrêtées depuis d'ailleurs, donc tout repart à peu près normalement sur la production américaine. Et voilà, on ne tient pas compte du tout des fondamentaux de cette société. On a enfoncé tous les supports techniques, on est tombé à 10 € au niveau de 2003. C'est extraordinaire. Pour moi, il y avait vraiment une opportunité de revenir et le titre a commencé à rebondir assez violemment. On le voit sur le graphique, là, il a repris à peu près la moitié de la baisse. Il a repris la moitié de sa baisse. Pour moi, le chemin, il y a encore beaucoup de chemin à faire en termes de rattrapage parce que, voilà, comme je disais, il y a des catalyseurs qui se mettent en place en termes de carnet de commandes, notamment sur l'hydrogène. C'est un groupe qui était parti, qui avait deux métiers, les équipements extérieurs et équipements extérieurs, c'est-à-dire les ailes de voiture, les pare-chocs, etc., qui faisait des réservoirs pour les voitures et qui a développé vraiment un savoir-faire dans l'hydrogène aujourd'hui. Et l'hydrogène va représenter presque 30% du chiffre d'affaires dans 5 ans à peu près. Donc, on voit graphiquement qu'elle était quand même un petit peu attaquée. Oui, comme tout le secteur automobile. C'est le secteur automobile qui, dans son ensemble, notamment les équipementiers, qui investissent beaucoup, sont obligés d'investir beaucoup dans les nouvelles technologies, notamment l'hydrogène, on en parle. Et donc cette phase d'investissement pèse sur les marges. Donc Plastic Omnium, avec des taux d'intérêt. C'est surtout les efforts de recherche. En fait, Plastic Omnium, la marge opérationnelle il y a 5 ans c'était 10%. On tombe à 4-5% aujourd'hui parce qu'il y a de gros efforts d'investissement. Et c'est des efforts qui vont payer puisque dans 2-3 ans, en fait, tous ces efforts vont se concrétiser en termes de commandes, de livraison de commandes, etc. L'investissement dans les technologies électriques, hydrogène, etc. Voilà, exactement. Électrification, hydrogène, etc. Donc vous vous êtes positionné à quel moment quand on a vu le titre arriver sur les 10 €, on s'est dit c'est pas logique, quoi. Il y a vraiment un problème, une aberration de marché, une capitulation même, puisqu'on est retombé sur des niveaux historiquement très faibles. On y reviendra peut-être, mais c'est pas lié aussi au fait que c'est pas un très très grand nom du CAC 40, et que comme tous les mid-cap, elle est quand même assez grosse, mais les plus sanctionnés que les vedettes de la cote. Oui, alors, on a vu quand même c'est pas du CAC 40, non. C'est pas du CAC 40, mais on a vu des sociétés du CAC 40 baisser encore plus, Alstom par exemple, mais c'est vrai qu'il y a d'une part le fait qu'elle appartient au secteur automobile qui en ce moment investit beaucoup, les équipementiers investissent beaucoup, donc pression sur les marges. Et puis effectivement, secteur compartiment des valeurs moyennes qui, pareil, on est sur des retards historiques par rapport aux grosses valeurs. Quand on regarde un petit peu les valos des valeurs moyennes, c'est environ 1 fois les fonds propres aujourd'hui. Et les valeurs du CAC 40, elles se payent 2 fois les fonds propres. Donc il y a vraiment un écart historique entre les valeurs moyennes et le CAC 40. Est-ce que Plastic Omnium est endetté ou pas ? Alors,
Raisonnablement, c'est un groupe qui dégage du cash, qui a toujours dégagé du cash. Il n'y a pas de souci sur la dette. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur des sociétés endettées ou en difficulté. On se dit, tiens, il va y avoir une augmentation de capital. Ce n'est pas du tout le cas de Plastic Omnium. Ils génèrent du cash tout le temps. Ils ont toujours été bénéficiaires. Et c'est pour ça que quand on a vu ces niveaux de valorisation-là, on s'est dit, pour une société structurellement rentable qui gagne de l'argent, qui dégage du cash, qui n'a pas de problème, qui s'autofinance tout le temps, enfin je veux dire même en 2007, 2008, 2009, les périodes compliquées, c'est un groupe qui a toujours tiré... Un bon dossier donc à vos yeux. Voilà. Alors vous parliez d'Alstom, vous parliez d'augmentation de capital, en tout cas de rumeurs. Je m'adresse vers Marc parce que c'est un peu le cas d'Alstom. On a eu des rumeurs d'augmentation de capital, etc. non ? Absolument. Ouais, et c'est une belle transition pour moi. Donc, merci Bruno. Je vous remercie. Ouais, merci Thibaut. Oui, parce que moi j'ai choisi Alstom. Alors là, on était bien dans le cadre dont on revoit ce qu'on a fait. Hein, oui, c'est ça, on refait la semaine. Ouais. On regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours. Ouais, donc Alstom aussi a fait partie des entreprises qui ont pris un sacré coup dur suite à un avertissement sur leur trésorerie, en fait, qui a été assez alarmant. Et donc le titre a chuté de plus de 30% en une séance, comme on peut le voir sur le graphique avec le gap énorme. Alors là, c'est simplement une opportunité de rebond qu'on a joué en sachant que c'est des rachats à bon compte qui ont eu lieu. Alors vous allez me dire, dans ce on ne cas-là... joue pas vraiment en bourse, hein. Vous avez investi... Oui, absolument. Oui, le terme jeu n'est pas adapté. Exactement. On a anticipé le rebond via quelques petites indications techniques, notamment ce qu'on appelle une divergence sur le RSI qui commençait à se faire. On n'était pas certain. Un petit mot sur la divergence RSI, ça veut dire quoi ? Alors oui, le RSI est un indicateur de force relative qu'on peut interpréter de plusieurs manières dans ces zones de surachat, de survente. Et les divergences, c'est lorsque le RSI, par exemple, commence à faire des nouveaux plus hauts, alors que le cours continue de faire des plus bas. Donc ce qu'on appelle une divergence ou inversement pour la divergence baissière. Là, on avait une petite divergence haussière, on avait l'impression que le RSI commençait à se reprendre un peu. On a donc décidé de profiter d'un rebond potentiel sans être forcément sûr qu'il allait être très pérenne par la suite. Mais quand on est tombé d'autant, on peut facilement reprendre 10-15%. Est-ce que le rebond de 12,35 là qu'on voit graphiquement était constitué un support à long terme ou... Alors en fait, là pour le coup, quand on est dans ce cas de figure-là, c'est quand même rare qu'on ait des supports quand on perd 30%. En général, c'est assez aléatoire et on n'a pas de véritable zone, là vous voyez, ça ne correspond à rien en fait. On peut parfois sur le graphique en tout cas. Mais... Oui, sur le graphique, on peut faire des projections. On aurait pu prendre un graphique de plus long terme, mais c'est quand même assez rare. Votre moteur de décision, c'est plus la divergence Oui. Maintenant, si vous voulez un exemple comme celui dont vous parlez, qui n'a rien à voir, mais sur la paire GBP USD qui était tombée très très bas, le point bas qu'on a atteint, avant de rebondir, c'était quand même le point bas historique de toute la paire. Donc, parfois, on retrouve des niveaux de support. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être une coïncidence, mais je pense que, je ne sais pas, peut-être que tous les investisseurs se sont dit, bah tiens, on est sur le plus bas historique qui avait lieu, je ne sais pas, 30-40 ans avant. Et à ce moment-là, la paire a commencé à rebondir. Donc, effectivement, de temps en temps, on peut avoir des indications techniques qui peuvent venir de très loin. Là, sur Alstom, en général, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc une grosse baisse Alstom, donc elle se reprend un petit peu. Vous êtes positionné sur Alstom Oui, on a attendu quand même un peu l'initiation du rebond. D'accord. Parce qu'il faut faire attention, c'est pas toujours, lorsqu'un titre perd comme ça, il ne faut pas toujours se dire que c'est forcément une opportunité pour rentrer tout de suite sur un rebond. On peut parfois, on a vu des entreprises qui ont perdu 20-30% et qui ont continué à dégringoler par la suite. Donc nous, on a attendu quand même d'avoir une petite confirmation d'un début de rebond en se disant, bon, bah, à partir de là, et puis vous savez, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du money management avec jouer votre risk-reward en disant, bah, voilà, j'essaye de profiter du rebond, je vais mettre un stop assez serré, puisque je vais voir très vite si je me suis trompé, et au cas où j'ai raison, bah, je sais que j'ai un potentiel de gain qui est quand même suffisamment conséquent. Une tolérance à la perte qui est bien inférieure à votre parce que dans ce cas de figure, on a effectivement un risk-reward qui est optimisé en fait. Très bien, merci beaucoup. Alors Jean-Louis, on va faire le point classique de l'émission Trade ou pas Trade sur le CAC 40 et là aussi le Standard & Poor's. Oui, donc on a eu peur un petit peu d'enfoncer, on s'était dit que sous les 7000, on allait peut-être à 6850 ou même plus bas. Et puis on s'est ressaisi. Et là, on est de nouveau sur les supports de 6 mois, c'est ça ? Oui, les marchés tiennent. Voilà. Les marchés tiennent, ont même des comportements extrêmement résilients, avec des rebonds. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand monde en face, il n'y a pas beaucoup de densité. Les attentes restent quand même plutôt optimistes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les chiffres, il y a des ralentissements d'économie qui vont peut-être permettre des baisses des taux, plus en Europe qu'aux États-Unis, évidemment. Et l'idée, c'est pas si on va baisser les taux, c'est quand on va les baisser.
Alors, la semaine dernière, il y a eu un peu un alignement des planètes. Tout le monde s'est rêvé à penser qu'on allait baisser les taux plus rapidement, début 2024, premier trimestre. Et puis là, c'est depuis quelques jours, c'est devenu, notamment pour l'Europe, deuxième trimestre, peut-être en septembre. Bon. Mais c'est quand on va les baisser. Et ces marchés, la construction dont je vous parle depuis des mois, vous avez la preuve qu'elle est solide. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de complaisance. On a eu des investisseurs qui ont été extrêmement sélectifs, qui n'hésitent pas d'ailleurs à bazarder des valeurs. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec d'autres valeurs. Moindre doute, ouais, mais Alstom, là, franchement, il y a quand même beaucoup de raisons. C'est un dossier très spéculatif. Non, mais il faut le dire, c'est très spéculatif. Un peu moins, évidemment, sur Plastic Omnium, certainement, mais bon, on a des signaux, si vous voulez, qui sont pour l'instant toujours techniques, des signaux techniques baissiers, sans plus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai privilégié des opportunités de vente sur des rebonds, tout en sachant que ce repli ne peut pas nous amener très bas. Donc, c'est une manière de travailler. Y a pas assez vous ne voyez pas, par exemple, de volume significatif dans les baisses? C'est moins qu'on puisse dire. Les volumes, vous vous rendez compte, on était ces derniers jours à 2,4 milliards, 2,5 milliards, 2,6 milliards, en dessous de 3 milliards. Avec hier, par exemple, je faisais un point, à un moment donné, il était 14 heures, je regardais les volumes, on était à 600 millions. C'est un volume que je voyais souvent le matin, à quelle heure? À 10 heures. À 10 heures du matin. Donc pour vous, un volume significatif sur le CAC qui peut être porteur d'une signification supplémentaire à la tendance, c'est quoi? C'est 4, 5 milliards? La moyenne, c'est 3? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que là, vous allez... Expliquez-nous. Non, mais là, justement, c'est le gros problème. On est monté à 6 milliards, mais ce sont des volumes d'arbitrage. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est entre 9h du matin et 17h30, cette évolution du volume. Et est-ce qu'il y a des volumes à l'achat ou des volumes à la vente? Alors, si on arrive à 17h30 et qu'on est à 1 milliard 2, c'est ridicule. Parce qu'on va faire peut-être 1 milliard et demi au fixing. On est capable de faire 5 milliards s'il y a des ajustements de pondération dans les indices. On peut faire 6 milliards au fixing, ça arrive. Mais ce ne sont pas des volumes de conviction. Ce sont des volumes techniques. Et c'est ce qu'on observe sur les marchés à chaque fois qu'il y a eu des augmentations de volume ces derniers temps. C'était des volumes vraiment dus à des ajustements techniques. Donc si je reformule, il faut regarder les volumes en séance plutôt que les volumes en clôture, puisqu'en clôture, ça peut être des ajustements de portefeuille, d'indices, de gestion. Ce que vous pouvez observer aussi ces derniers temps, c'est la volatilité incroyable de nombreuses actions dans la journée. Vous voyez, hier, par exemple, Capgemini annonce des résultats pas terribles, mais qui rassurent les pessimistes quelque part. Alors, elle démarre en baisse et derrière, elle prend 6%, 7%. Vous voyez, elle rebondit. Avec aucun news flow, avec aucune question. Les résultats, pas terribles, mais... Oui, mais le résultat a été publié avant. Justement, donc ça a ouvert à la baisse. Pourquoi le marché change parce qu'en fait, c'est pas justement, il n'y avait pas de conviction. Il y en a pas. Volume très faible, donc, pas de conviction. Une réaction très éphémère, avec des gens qui commencent à se dire « Oh, c'est pas terrible », et puis d'autres qui ne faisaient rien et qui se disent « Bon, j'attendais pire que ça, je craignais que les résultats soient mauvais, donc je vais en acheter. » Et le petit repli crée une opportunité. Ça dépend, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mais CGG, hier, a publié des chiffres plutôt pas mal, des perspectives plutôt pas mal. On va dire que c'est un dossier spéculatif, mais avec des perspectives intéressantes. Pourquoi pas? Alors, c'est sûr, on ne met pas son portefeuille là-dessus, mais on peut en acheter un petit peu dans le cadre d'un investissement spéculatif. Elle a fait 12% d'écart entre les extrêmes, 12%. Etc. Donc vous avez plein de valeurs. Et terminé plutôt en hausse, donc du coup, j'imagine? Oui, légère, enfin un peu. Je crois qu'elle est pratiquement là où elle avait démarré, un peu au-dessus, mais bon. Etc. Donc vous avez des comportements qui sont un peu, pas malsains, mais un peu quand même, mais surtout qui vous envoient l'indication qu'on manque de conviction, qu'il n'y a pas de régularité, que les investisseurs sont toujours hyper méfiants.
Donc on ne peut pas penser qu'on est en train de construire des bases solides avec un moteur potentiel à la hausse significatif. Et je vais redire un peu ce qu'on avait imaginé comme scénario il y a quelques semaines, où on disait on pourrait investir sur l'idée que le marché va rester autour des 7000. On en avait parlé il y a quelques temps. D'accord. Et c'est ce qui se passe. Ce matin, là encore, on démarre faiblement, le marché recule, et puis il prend 1%, presque 1%, vous vous rendez compte, sur l'indice en 5 minutes. Oui, c'est assez impressionnant. Parfois, ça va très vite. Une très forte volatilité intraday sur certains titres, mais une résilience de l'indice de manière... Une résilience, des attentes positives, beaucoup de menaces, mais d'où pourrait venir la surprise négative ? Il y a tellement d'informations négatives. Déjà, ça résiste. donc on se dit qu'il peut y avoir que des solutions à un moment donné. Plus la perspective de baisse des taux un jour. Voilà, donc ce sont des moments où on peut considérer qu'on peut continuer comme ça à évoluer d'une manière erratique, qu'on ne va pas non plus exploser à la hausse ou à la baisse, et on reste avec des positions modérément exposées, etc. Des produits de bourse, Léa, sur lesquels on peut investir avec un rendement potentiel si on ne touche pas une certaine barrière à la baisse, les bonus capés. Exactement, mais je pense que Jean-Louis là faisait référence plutôt au Stability. Oui, voilà. On avait parlé, qui on permettent... avait parlé voilà, Vous avez des brochures disponibles sur le site sgbourse.fr. Tout à fait, sgbourse.fr. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Marc, merci Bruno. On va passer à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler des nouveaux sous-jacents. Oui. C'est quoi un sous-jacent ? Alors un sous-jacent, c'est ce sur quoi un produit de bourse va être adossé et dont la formule de calcul va faire référence. Donc, il y a encore des nouveautés aujourd'hui. Exactement, oui. Alors on était déjà à une gamme de sous-jacents extrêmement importante, plus de 900, et là on a passé la barre des 1000 avec ces 76 nouveaux sous-jacents qui sont proposés donc, sur des produits qu'on appelle les turbo illimités, les turbo illimités best. Donc très brièvement pour ceux qui ne sont pas encore familiers de ces produits, ce sont des produits à effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'investir à la hausse ou à la baisse des marchés. Les calls, les puts. Exactement, les calls pour la hausse, les puts pour la baisse. Et donc, ils ont un effet de levier, ce qui va amplifier justement les variations de ce sous-jacent. Donc, c'est des produits qui vont servir à dynamiser son portefeuille ou à mettre en place des stratégies de couverture avec les puts. Sachant que, bien sûr, l'effet de levier peut être favorable ou défavorable à l'investisseur, selon s'il a raison dans son scénario d'investissement ou s'il a tort. Donc les turbos illimités, comme leur nom l'indique, qui permettent d'investir sans horizon de temps défini, ce ne sont pas des produits qui ont une maturité fixe. Donc tant que le sous-jacent ne touche pas la barrière du produit, le produit continue à vivre, sachant que ces produits sont accessibles depuis votre compte titre et que vous pouvez les acheter ou les revendre à n'importe quel moment de la séance boursière sur des horaires élargis. Ils ont la spécificité effectivement d'être négociables, notamment chez Boursorama, de 8h à 22h et sans frais de courtage au sein de l'offre de Boursomarket. Donc, alors ces nouveaux sous-jacents, oui, c'est des noms qu'on connaît. Alors certains vous allez forcément les connaître, d'autres sont un peu plus obscurs. J'imagine. Parce qu'ils viennent de pays... On ne connaît pas 1000 sociétés, enfin peut-être Jean-Louis, voilà, moi je n'en connais des pas pays 1000. nordiques. On ne pourrait pas en citer 1000. Exactement. Donc c'est réparti autour de plusieurs pays. Alors par exemple en Grande-Bretagne, on peut citer Burberry, EasyJet, Glencore ou Tesco. Je vous ai fait que des noms qui sont relativement grand public. En Suisse, on va avoir Adecco, Clariant, Switch, Swiss Life. Et dans les pays nordiques, Electrolux, Danske Bank, Carlsberg ou Volvo. Donc vous voyez, c'est quand même des noms assez connus, mais on en a aussi au Canada, au Japon, en Chine. Donc pour tous les investisseurs qui sont très focalisés sur un marché et qui ont une expertise d'un pays en particulier, soit de par leur expérience professionnelle, soit de par leur intérêt, pourront trouver avec ces produits de quoi investir, toujours à la hausse ou à la baisse. Et comme il y a des émissions de bourse, des émissions de produits de bourse tous les jours pour vraiment coller à la tendance du marché, ça vous permet vraiment d'investir. Je rappelle que tous ces sous-jacents internationaux peuvent être négociés en euros. Tout à fait, tous les produits de bourse sont en euros. Ou sur Boursorama directement, de 8h à 22h, comme vous l'avez rappelé. Marc ? Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. Léa, je suis désolé si vous l'avez dit, mais l'effet de levier sur les turbos n'est pas fixe, contrairement à d'autres produits. Oui. Il va varier en fonction de l'éloignement ou non de la barrière. Exactement, plus la barrière est proche, plus l'effet de levier est important. Voilà. Et donc il y a un risque de capital important. Tout à fait. Alors, c'est une petite chose. Oui, Jean-Louis, alors tout le monde veut parler, c'est très bien. Non mais, je pense que c'est important quand même parce que
on parle d'effet de levier. Ça peut faire peur, surtout quand on voit les volatilités des différents produits, que ce soit même les indices, certaines actions qui ont des volatilités extrêmement importantes. Alors, ce sont des produits avec un risque limité, c'est-à-dire que si l'effet de levier est très important, à un moment donné, il y a un stop de la position qui apparaît. Une barrière désactivante qui désactive le produit, la qui fameuse empêche le barrière. produit d'avoir une valeur Non. négative. Voilà, le risque est limité Alors, à les gens voient le l'intégralité du capital investi. ce qui est représente déjà quand même beaucoup. voilà. Ah oui, mais le but du Mais jeu, on ne peut pas justement, perdre plus Non, que ce qu'on a ce que investi. je voulais rajouter, c'est que les investisseurs sur les produits de bourse n'investissent qu'une partie c'est ça. faible de Bien leur sûr. capital. Voilà, c'est ça. Pour avoir un surcroît d'allocation, une Ouais. stratégie tactique sur le moment pour avoir de l'effet Ouais. de levier. L'effet L'effet de levier, c'est aussi des stratégies d'extraction de liquidité. Répliquer la Exactement. position en action avec moins de capital grâce à l'effet de levier. C'est ça. Non, mais il faut bien le signaler parce que Vous avez raison. Parfait, merci beaucoup Léa pour ce vous en point prie. sur les nouveaux sous-jacents. On va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders. Alors vous connaissez le principe, chacun de nos invités traders, analystes, etc., responsables de rubriques bourse sur leur newsletter, ont 60 minutes, non pas 60 minutes, c'est un peu long, 60 secondes pour convaincre les deux autres traders assis autour de la table que leur scénario est le bon, pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. Ils ont des petites pancartes pour le dire, vert pour trade, rouge pour pas trade. Alors on va commencer aujourd'hui avec Bruno. Bruno Kuss, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse, vous allez nous présenter Bolloré. Vous avez 60 secondes. On met le chronomètre derrière moi. On attend quelques instants. C'est parti. 3, 2, 1. À vous, Bruno. Alors, Bolloré, parce qu'on attend pas mal de choses sur le calendrier de Bolloré dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Tout d'abord, vous savez que Bolloré a vendu il y a un an ses activités de logistique en Afrique au groupe MSC pour 5,7 milliards à peu près. Il recommence cette année en vendant ses autres activités logistiques à CMA-CGM pour 4,5 milliards. On attend en fait le feu vert des autorités de la concurrence pour valider l'opération, mais ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Ça va faire 10 milliards qui arrivent dans les caisses de Bolloré en l'espace d'un an. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme par hasard, c'est la valorisation de Vivendi, non? Alors, en tout cas, voilà. Pardon. Ça va Avec 5 l'aider. secondes de plus. Voilà, voilà, j'ai le droit un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc s'intéresser à Vivendi, parce que l'objectif, c'était d'accumuler du cash pour aller plus loin dans le capital de Vivendi. Vivendi qui lui aussi a un programme chargé, puisqu'il doit intégrer Lagardère avant la fin de cette année. On attend aussi le feu vert des autorités de la concurrence, mais normalement, tout devrait bien se passer, puisque Vivendi va céder Editis et le magazine Gala, que lui demandait la Commission européenne. Donc on aura une réduction des décotes, on aura la vraie valeur de Vivendi, la vraie valeur de Bolloré. Très bien. Je vous ai donné 5 secondes de plus. Voilà. Je suis désolé de vous avoir coupé, ça ne se fait pas. Je ne recommencerai plus. Donc vous êtes aussi au baissier. Plutôt aussi, là. Alors, nous avons ici nous avons deux personnes, deux partisans du scénario. Vous achetez ce scénario. Marc. Oui, alors encore une fois, moi je suis un analyste technique pur et dur, donc c'est uniquement sur des critères techniques que je valide le scénario de Bruno. Je pense en effet qu'il y a une possibilité de retournement qui, là on le voit sur le graphique, pourrait profiter à un potentiel de hausse encore intéressant. Votre support, c'est les 4... Non, c'est pas. Non, quand on en est là, c'est pas aussi bas. On va prendre des retracements de la dernière hausse et ça va être autour des 5,05. Très bien. Voilà. Jean-Louis? Non, mais tout ce qu'a dit Bruno me plaît bien, mais de toute façon, c'est la réalité. Moi, j'avais proposé sur le plan défensif Lagardère, d'ailleurs, il y a quelque temps, à l'achat. Donc, on attend, en effet, beaucoup de choses. C'est un dossier spéculatif, adapté à des investissements à effet de levier limité, comme ça, avec des risques limités. Donc oui, Vivendi d'ailleurs est revenue sur des plus hauts, là, récents. Elle est plutôt pas mal orientée, on a l'impression qu'elle pourrait sortir par le haut. Lagardère ne bouge pas, en effet, en attente de savoir comment le dossier va être finalisé. Voilà, c'est un dossier qui va bouger. Alors justement, sur ce point-là, je voudrais apporter un peu de poil à gratter. Bolloré, c'est quand même une société dont la totalité de l'activité a radicalement changé en l'espace de 10 ans.
Ah oui, c'est On était dans la logistique Partie de et la maintenant on prévoit d'être dans les médias. Dans les Et c'est médias, c'est ouais. pas perturbant pour les investisseurs à long terme, ça? Mais c'est du Bolloré. Bolloré a fait plusieurs changements dans ses investissements. On était sur Vallourec par un moment, c'était le premier actionnaire de Vallourec. Il a tout revendu avec une énorme plus-value. Enfin, il investit dans la Fnac, il a tout revendu avant que ça s'effondre. Enfin, il y a eu beaucoup de changements. Alors c'est vrai, il y a eu ce socle de logistique qui a toujours été le fonds de commerce de Bolloré. Et là, maintenant, il y a une nouvelle génération dans l'équipe de Bolloré. C'est les fils qui ont repris les commandes du groupe et donc qui s'intéressent à des métiers un peu nouveaux et un peu comme les médias. Donc pas déstabilisant parce qu'une habitude Non, parce historique qu'il y a un management, d'investissement, le management est toujours le même, c'est toujours la même façon de gérer les sociétés. Il y a une confiance quand même dans ce management qui est sur du long terme, et on sait que sur le long terme, Bolloré gère bien ses affaires. Très bien. Merci Bruno, merci à tous. On va passer à Marc. Alors Marc, vous avez choisi une entreprise qui a fait la fortune de beaucoup d'investisseurs. Apple. Oui. On va mettre le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, j'enfonce un peu une porte ouverte avec Apple, qui est quand même une entreprise, la plus grosse entreprise cotée dans le monde. Juste un petit aparté sur ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Apple a publié ses résultats. À l'intérieur même d'une journée, il y a ce que j'appellerais moi une sorte d'effet papillon, ce qui fait que les investisseurs vont se positionner par rapport au consensus. Si le consensus, par exemple, était très mauvais, mais que les résultats sont mauvais, l'entreprise peut monter. Si on attendait des résultats excellents et que les résultats sont juste bons, l'entreprise peut baisser. Mais à l'intérieur même de la journée, vous allez avoir une forte volatilité. Voilà, c'était la fin de l'aparté. Maintenant, Apple... Vous n'aurez pas de temps supplémentaire. Non, mais j'aurais suffisamment de temps. Apple, techniquement, on voit qu'il y avait une consolidation de laquelle on est en train de sortir. Et d'ailleurs, entre aujourd'hui et hier, le cours de bourse est encore monté. Donc, on a vraiment cassé la figure en question. Et Apple fait partie des entreprises qui montent de façon historique. Et chaque fin de consolidation présente une opportunité d'achat. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est dit que Apple pouvait revenir sur ses plus hauts avec un Nasdaq qui se comporte mieux depuis quelques jours. Très bien. Alors, Marc, merci beaucoup Marc. Bruno, Jean-Louis, quel est votre sentiment? On va commencer par Jean-Louis qui n'est pas favorable à ce scénario d'investissement. Parce qu'il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Mais, C'est une phrase qu'on entend souvent dans la bouche de Jean-Louis. non, mais c'est le rôle de Et vous avez raison, l'investisseur, tout du à fait trader, raison. c'est de faire des choix. De sélection. Et parfois, il y a 10 belles possibilités, et puis il faut en choisir 2 ou 3. Là, si vous voulez, c'est pas Apple qui me dérange particulièrement, c'est aussi tout ce qui a été anticipé sur l'IA, sur le secteur de la tech, même ces derniers jours, puisque le marché le Standard & Poor's, là, il a pris 7% en quelques jours. Et donc le marché américain est quand même assez cher payé, on va dire. Bon, en tout cas, beaucoup plus chèrement payé que l'Europe. Donc je pense que acheter de l'Apple, c'est aussi acheter du dollar. Donc il faut y penser dans son investissement. Donc, si vous voulez, c'est pas un non parce que... Catégorique, voilà, mais c'est il y pas a un un non contexte parce que qui... la valeur est mauvaise. Non, c'est pas ça. C'est un non parce que le marché est cher payé, les valeurs sont cher payées, l'IA a été fortement encore, ces derniers temps, Nvidia par exemple a pris 17% la semaine dernière, enfin, c'est violent. Donc voilà, il y a un contexte encore un peu euphorique là, de quelques jours, donc je pense que ce n'est pas le moment d'investir dans une société qui a déjà pas mal rebondi. Donc voilà. Très bien, Jean-Louis, merci beaucoup. Bruno, vous êtes plutôt favorable à ce scénario? Oui, parce que sur le plan fondamental, on dit que les marchés sont chers, mais c'est vrai que dans la tech, elle est chère, elle peut être chère, le secteur de la tech. Secteur de la tech. Mais Apple n'est pas si cher que ça finalement. Quand on regarde, ça se paye 25 fois les bénéfices. C'est pas extraordinairement 25 cher. fois, c'est quand même... Oui, mais pour une société qui dégage un cash énorme, il y a 50 milliards de cash dans les caisses et qui va redistribuer de plus en plus à ses actionnaires. Et puis en plus, non, c'est quand même un secteur qui devrait profiter de la baisse des taux quand elle viendra. Normalement, on n'est plus très loin on a atteint a priori le pic de taux et donc toute baisse des taux devrait profiter au compartiment des valeurs de croissance et des valeurs technologiques.
Donc Apple, normalement, devrait en profiter. Très bien. Droit de réponse, Marc, sur ce que disait Jean-Louis? Oui, ce que disait Jean-Louis. Oui, absolument. Alors, juste aussi sur ce qu'a dit Bruno par rapport à 25 fois les bénéfices, on a vu des entreprises, notamment de la tech, se faire payer 50-60 fois les bénéfices, comme Nvidia à un moment, et continuer de monter de façon assez parfois, il y a flagrante. des entreprises de la tech qui se payent une infinité, parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires. Exactement. Alors, pour ce que disait Jean-Louis, oui, on peut toujours dire qu'il y a toujours mieux à faire. On n'aura jamais le meilleur investissement qui soit. Moi, je continue de penser qu'en termes de timing, on voit bien la hausse qu'il y a eu sur Apple entre janvier et juillet 2023, et une consolidation telle qu'on l'a là représente pour moi une opportunité intéressante parce que j'ai vraiment l'impression que la consolidation est terminée, au moins à court terme, et qu'il y a un potentiel de hausse à court terme qui est suffisamment intéressant. Merci beaucoup Marc. Alors Jean-Louis, c'est à vous. Vous vous êtes intéressé à Worldline, dossier difficile, mais vous êtes plutôt baissier visiblement. Alors on y va, 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis, c'est à vous. Ouais, c'est une société qui, c'est un des plus grands prestataires de services en paiement électronique. C'est terrible. Elle s'est effondrée, elle pèse plus que 0,7% à peu près, 0,6 peut-être, du CAC 40. Le cours de bourse s'est effondré et en fait, je vais appuyer du côté où ça fait mal. J'ai bien regardé, il y a le TurboPut Z517S que vous avez dû sortir récemment parce qu'il a des strikes proches des prix. Donc c'est vraiment adapté à la situation. Pour moi, si vous voulez, c'est le rebond du chat mort quelque part. Ce qu'on voit sur le graphique. Oui. Ce rebond technique, mais vous vous rendez compte, c'est sûr, en une journée, on est passé de 24 à 10 et même en dessous. C'est extrêmement violent. Le cours s'est effondré. On ne peut pas... Jean-Louis, c'est fini. Un terme de cette opération? Vous voyez ça sur combien de temps? Alors, il faut pas trop traîner non plus. Il y a quand même toujours la possibilité spéculative d'une opération, etc. Donc, c'est pour spéculer à court terme. Voilà. Merci Jean-Louis. Alors, Bruno, Marc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en train de chercher des informations sur votre téléphone. Non. Vous trichez. Non, je regardais juste un autre graphique pour voir, mais... Alors, nous avons un positif là, un mitigé. Ouais. Il faut prendre parti. Alors, s'il faut prendre parti, je mettrais plutôt. Ah, tout le monde est d'accord. Alors, Bruno, allez-y. Oui, parce que nous, on a été très déçus par le revirement de Worldline. Non, mais c'est surtout, il y a un problème de crédibilité aussi dans le management, quoi, parce que 3 mois plus tôt, on nous indique que tout va bien. Et finalement, on s'aperçoit qu'au lieu de progresser, que la marge progresse de 100 points de base, elle va baisser de 150 points de base, quoi. Et on a eu plusieurs déceptions sur le dossier. Et on a l'impression que voilà, on est sur Worldline est confronté à un problème qui peut encore durer, parce qu'ils évoquent la baisse de la consommation sur les transactions, sur les paiements, etc. Mais on a l'impression que le problème est quand même plus récurrent et qu'il y a un problème au niveau du management, de crédibilité. Et nous, on était sur le dossier, on a préféré vendre dès qu'on a pris la nouvelle. Très bien. Il y a effectivement le spéculatif parce que dans le secteur, ça bouge. On a vu qu'il y avait le fonds CVC Capital qui s'intéressait à Nexi, l'italien, le concurrent de Worldline. Voilà, c'est peut-être la seule chose qui pourrait sauver Worldline. Donc le capital est ouvert. Depuis Cato, c'est parti. Voilà. Très bien. Marc ? Oui, alors moi j'étais un peu mitigé. Nous, on avait déjà profité d'une grosse partie de la baisse, et d'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission, parce que c'était une des valeurs que j'avais choisies avec vous. Alors là, je suis d'accord, c'est que je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse intéressant, que c'est une entreprise qui effectivement va très mal et qui ne cesse de chuter. Là où j'étais plus mitigé, c'était sur le timing, à savoir est-ce que le rebond actuel... Jean-Louis a parlé de dead cat bounce en anglais, c'est-à-dire qu'il pense que c'est un rebond uniquement spéculatif et qui va donner suite à une nouvelle vague de baisse. Ce auquel je crois, c'était juste au niveau du timing, donc je suis d'accord sur le scénario. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment. Moi, j'aurais attendu une faiblesse un peu plus marquée du rebond actuel avant de me positionner. Rebond spéculatif, rachat de position vendeuse ou Ouais, l'origine, c'est quoi? Ou alors achat à bon compte en se disant qu'au bout d'un moment, il y a quelques investisseurs qui se mettent à racheter et d'autres qui suivent derrière en se disant qu'il y a un rebond qui démarre comme on l'a vu sur Alstom tout à l'heure par exemple. Donc vous avez été favorisé, Jean-Louis, vous avez eu quelques secondes de plus. J'avais complètement oublié les 60 secondes, j'étais parti... mais quand Jean-Louis parle, ça ne s'arrête plus. Non, juste pour vous donner la parole un peu plus longtemps, sur le timing de cette opération. Vous voyez ça comment?
Je pense que cette idée, il faut la travailler immédiatement. Après, c'est un dossier spéculatif, donc il y aura à nouveau des baisses, des reprises, des baisses, des reprises. Alors, Et je pense que justement, ces produits comme ça, à effet de levier, qui peuvent amplifier très fortement les écarts, qui peuvent déjà être très importants, sont adaptés à cette situation. alors, oui. Et si jamais demain matin, on nous annonçait une OPA à 22, Oui, alors c'est ce que ma question c'était plutôt, je l'ai mal exprimé, mais quel est votre niveau d'invalidation et quel est votre objectif de cours? Invalidation à 16, c'est quoi? C'est à 15? sur le plan graphique, franchement, c'est difficile, mais 16, qui correspond d'ailleurs au turbo, hein, c'est le strike, je crois que c'est 16, Oui, d'accord. il y a 20 et 16, donc la barrière, elle doit être à 20. Enfin, je ne sais plus exactement les détails, mais j'ai vu qu'il existait. L'idée, c'est que franchir, si vous voulez, rentrer dans le gap, là, c'est-à-dire au-dessus de cette bougie rouge, pourrait être le signal d'une invalidation. Pourquoi pas? D'accord. Temporaire. Bon, en théorie, non, hein, mais donc, si vous voulez, l'invalidation, c'est le temps, peut-être, le temps. Imaginons qu'elle dérive horizontalement. Il va falloir s'arrêter à un moment donné d'aller dans cette idée de vente systématiquement. Parce que les probabilités vont peut-être changer de camp à un moment donné. Mais on a le temps, on a plusieurs mois peut-être. Hein. Là, vraiment, la dégradation. Et l'image de la société est fortement dégradée. Alors, Bruno parlait de crédibilité de dirigeants qui a été un peu mis à mal par souffler le chaud et le froid à l'espace de 3-4 mois. Bref, on va passer. Merci infiniment pour ces idées d'investissement, ces scénarios que vous avez travaillés ou que vous allez travailler dans les jours prochains. On va passer maintenant à la rubrique « À vos marques ». Rubrique à vos marques, le quiz de Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, avec aujourd'hui Qui a dit? Qui a dit? J'aime bien ces quiz-là. Pas facile. À nos invités, après. Oui, visiblement, c'est pas trop leur tasse de thé. Jacques a dit, absolument. Léa, allez-y. Allez, on y va. Je vous rappelle pas les règles, hein. On attend que j'énonce la totalité des réponses avant de buzzer sous peine de disqualification. Alors, première question. On peut y aller en régie. La bourse est remplie d'individus qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Qui a dit ça? Est-ce Carl Icahn, Philippe Fischer, Peter Lynch ou Mark Zuckerberg? Jean-Louis. Carl Icahn. Non. J'ai au pif. Hein. C'était moi après. Alors, Peter Lynch. Non. Moi, je dirais Philippe Fischer. C'est très bien, Marc. Effectivement, c'est Philippe Fischer qui est à l'origine de cette belle citation. Ceci dit, il y avait 4 possibilités. Donc, Marc a quand même investi à 50% sur Philippe Fischer. Donc Philippe Fischer, c'est un investisseur américain qui est très connu pour avoir été l'auteur d'un guide d'investissement appelé Common Stocks and Uncommon Profits, qu'on pourrait donc traduire par actions ordinaires et profits extraordinaires, publié en 1958. Et cet ouvrage, qui est toujours étudié aujourd'hui parmi les professionnels de l'investissement, a la particularité d'avoir été le premier ouvrage sur l'investissement qui est devenu un best-seller, donc assez largement diffusé, qui a intéressé, alors peut-être pas les foules, mais en tout cas suffisamment pour être un best-seller. Et pour lui, en fait, il y a 15 questions à se poser avant d'investir sur une action, qui sont réparties sur 2 catégories. Vous n'allez pas nous les donner, les 15 questions? Non, c'est trop long. Mais les 2 catégories, je vais vous les donner. Il y a la qualité de la direction, donc ça rebondit parfaitement avec ce dont on vient de parler, l'importance du management et de la lisibilité, et les caractéristiques intrinsèques de l'entreprise. Donc finalement, il se basait sur l'intégrité, la lisibilité, l'agilité, la transparence et un recrutement irréprochable. On peut finalement dire qu'il était un peu ESG avant l'heure. Magnifique. Voilà, pour Philippe Fischer. Alors, un point pour Marc Dagger. Hein, c'est bien, je vous félicite. Un point volé, mais... Un point, non, pas volé. Ne peu. dévalorisez pas votre performance. Deuxième question. Deuxième question. La bourse est un dispositif permettant de transférer l'argent des personnes impatientes à celles patientes. S'agit-il de Benjamin Graham, Warren Buffett ou George Soros? Marc. Je vais partir sur Benjamin Graham. Non. Attends. Warren Buffett. Oui, bravo. Parfois, attendre, c'est pas la bonne solution.
Donc, Ça aurait été le hasard encore. Donc, bon. Warren Buffett, bon, on le présente plus, un gourou américain connu pour investir dans des sociétés sous-cotées avec l'optique de gain à long terme. Donc pour Warren Buffett, c'est primordial de connaître parfaitement le business model, l'activité de l'entreprise dans laquelle il investit, et aussi de privilégier des sociétés à bénéfices réguliers. Donc il va grandement éviter les valeurs de la tech, et pour lui, le market timing est rarement favorable à l'investisseur à long terme. Donc C'est ce qu'on appelle la stratégie value, c'est ça? C'est ça. Ça sert à rien d'essayer de monitorer trop son point d'entrée ou de sortie. Pour lui, il faut plutôt avoir une optique de long terme. Très bien, 1 point pour Bruno Kuss, 1 point pour Marc Daguerre et 0 pour Jean-Louis Cussac. Sans pression, Jean-Louis. Jean-Louis, ça va aller. En matière d'investissement, ce qui est confortable est rarement profitable. Est-ce Robert Arnott, Warren Buffett ou George Soros? Allez. Soros. Non. Il est capable de dire ça. Je dirais Robert Arnott. Oui, bravo Marc, vous êtes en grande Quelqu'un forme qu'on connaît pas aujourd'hui. comme ça. Robert Arnott, un peu moins connu que les deux autres. C'est un homme d'affaires, un Non investisseur. connu non plus par Marc, je ne le connais pas. Ah non. Et un écrivain vous dirai américain qui se concentre sur l'investissement quantitatif, lui. Donc, il va rassembler un maximum de données et bâtir avec ces données un modèle d'investissement. Donc, cette maxime, elle est vraiment faite pour les investisseurs actifs qui, au contraire, eux, cherchent à faire du market timing, contrairement à Warren Buffett, pour monitorer justement leurs points d'entrée et leurs points de sortie. Et donc, d'après lui, pour être profitable, il faut souvent faire preuve de ce qu'il qualifie de courage et d'aller à l'inverse des foules. Donc, acheter quand tout le monde vend et vendre quand tout le monde achète. Il y a aussi un autre adage qui dit le contraire, c'est qu'il ne faut pas combattre la tendance. Voilà. Donc, Mais bon, on voit bien écoutez, qu'ils ont tous les débuts, Il y a des avis et des écoles stratégies très différentes en Les investissement. débuts de tendance, surtout. Oui, les débuts de tendance. Parce que souvent, à la fin, on va un peu contre, en se disant, bon, c'est peut-être quand même, on est au tapis, peut-être. Marc, vous voulez rajouter quelque chose sur Robert Arnott que vous connaissez bien? Non, pas du tout. Pas sur Robert Arnott, même s'il a récupéré les 2 T de Warren Buffett de tout à l'heure. Mais je me demandais si Léa était assez vicieuse pour me mettre 2 fois à Warren Buffett à la suite. Donc je Vous avez une stratégie sur les réponses. c'est ce ah, qu'on a ouais. nous dans- psychologie, c'est ce qu'on Vous a- avez les du mêmes genres de quiz. stratégies quand vous c'est ce qu'on a, nous, sur les investissez, vous métiers, faites une grille de loto sur par nos exemple métiers. peut-être. Ouais, C'est exactement ce que j'avais fait. J'avais éliminé. C'est pas très rationnel. Soros, je trouvais que ça lui allait bien. Oui, ça lui allait bien. On On sent la continue. mentalité de trader, c'est bien. 2 points pour Marc Daguerre, 1 point pour Bruno, 0 pour Jean-Louis. On y va. 4e question. 4e question. Vous n'aurez plus besoin d'une banque. Ah non, disqualifié. Éliminé. Continuez Léa. S'agit-il de Jeff Bezos, Elon Musk ou Richard Branson? Elon Musk. Oui, très bien. Alors on ne le présente plus, le patron en couleur de Tesla et de X, ex-Twitter. Donc c'est une phrase qui date d'octobre 2023 et qui s'inscrit en fait dans la volonté d'Elon Musk de proposer des services financiers via X, donc anciennement Twitter. Pour lui, l'objectif, c'est fin 2024 d'avoir obtenu tous les agréments bancaires pour gérer intégralement vos finances. Ça laisse songeur. Très bien. Alors nous avons donc un point supplémentaire pour Bruno. 2-2. 2 pour Bruno, 2 pour Marc, 0 pour Jean-Louis. Dernière question. J'attendais Greenspan. Sauvez l'honneur Jean-Louis. On J'attendais est tous Greenspan. avec- Si Greenspan est là, c'est bon. J'appuie. On y va, 5e question. La question que nous posons Alors. est la suivante. Devrions-nous augmenter davantage les taux? Est-ce Christine Lagarde, Jérôme Powell ou Andrew Bailey? Je vais tenter Andrew Bailey. Jérôme Powell. Très bien. C'est une victoire de Bruno. Effectivement, c'est une citation du gouverneur de la Fed pendant la dernière conférence de presse suite à la décision de maintenir les taux US. Powell se réserve, donc rassure les marchés en adoptant une position un petit peu plus dovish. J'ai l'impression que Bruno, quand il est là, il gagne systématiquement. C'est vrai, c'est la force tranquille. Toujours. La force tranquille. Merci beaucoup, merci à tous pour cette émission, pour vos avis, pour vos scénarios d'investissement. Si vous avez, vous, téléspectateurs ou visionnautes ou internautes qui visualisez cette vidéo, des idées de sous-jacents, n'hésitez pas à nous les soumettre à info@sgbourse.fr. On sera ravis d'en parler sur ce plateau. Merci de votre attention et à bientôt.